Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis Géraldine Bouillol. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et d'avec Nathalie, avec laquelle nous avons l'habitude de travailler pour avoir effectivement ce double regard sur les différents sujets auprès des entreprises qu'on peut accompagner. Effectivement, alors je m'appelle Nathalie Gros-Piron et avec Géraldine, nous avons collaboré plusieurs fois sur des sujets RH et finances et on va vous expliquer un petit peu notre conviction que les RH et la finance travaillent en collaboration et avec un double regard. C'est un petit peu comme la perspective. On a besoin des deux yeux pour voir en perspective. Un seul œil qui est fermé et ça manque un petit peu de profondeur. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour dire bonjour. J'en vois déjà quelques-uns. Bonjour Marine, bonjour Sabine, bonjour Noémie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, on a bien ciblé la partie questions. Puisqu'effectivement, en fin de webinaire, on aura un temps pour répondre aux différentes questions. Et donc, ça nous simplifiera si vous pouvez effectivement utiliser cet onglet questions. Alors, l'objectif pour nous de ce webinaire, en toute simplicité, en toute modestie, c'est de vous montrer que la performance d'une PME, notamment de toutes les entreprises, mais notamment des PME, ça ne vient pas d'une gestion purement financière avec un regard uniquement concentré sur les chiffres. Et ça ne vient pas non plus d'une approche complètement humaine, parce que les chiffres, finalement, c'est quand même important. On voudrait vous montrer que l'un ne va pas sans l'autre et RH ne va pas sans finance et finance ne va pas sans RH. Et en fait, vraiment, en tout cas, ce qu'on peut nous constater sur ces différents sujets-là, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, il y a quand même dans le mode de fonctionnement des entreprises un mode de fonctionnement qui peut être un mode de fonctionnement un peu silo. Et donc, il n'y a pas forcément ce rebond, ce dialogue qui est fait entre RH et finance et qui, malheureusement, provoque souvent soit une perte de temps dans l'atteinte d'objectifs parce que finalement, on n'a eu qu'un éclairage, on n'a eu qu'une perspective comme l'évoquait Nathalie. Et donc, on se retrouve finalement un petit peu borgne sur un côté et donc on a un angle mort sur lequel, alors qui est rattrapable, bien évidemment, on n'est pas là pour dire que c'est dramatique, mais en tout cas, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'efficacité et de l'efficience et donc on va beaucoup plus vite, plus loin quand on finalement mixe nos regards en même temps et qu'on intervient vraiment en parfaite synergie. Alors de notre côté, on est DAF à temps partagé et DRH à temps partagé, donc on peut prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai aussi pour les entreprises qui ont un DAF en interne ou un DRH en interne. Cette complémentarité et cette complicité entre les deux fonctions est vrai aussi que ce soit des fonctions prises en interne ou en externe. Alors, pour vous illustrer un petit peu ce propos, on va vous parler de deux cas. Alors, on en a quelques autres, mais on a choisi deux cas concrets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler dans des entreprises. Bon, c'est plutôt des entreprises industrielles. On est intervenus toutes les deux, soit l'une, soit l'autre, et on a appelé notre binôme. Parce que finalement, quand on intervient dans une entreprise, moi par exemple, pour un sujet purement financier, on peut très bien assez vite se rendre compte que ce n'est pas que financier et qu'on a besoin d'un peu d'aide du côté des RH. Donc, on a choisi deux cas concrets qu'on va vous expliquer brièvement, sur lesquels on a eu le plaisir de collaborer ensemble. Et puis pour revenir sur ce qu'évoquait Nathalie, on vous a mis aussi c'est quoi et on a regardé un petit peu dans les différentes structures comment sont aujourd'hui occupées un petit peu la fonction, à la fois la fonction finance et la fonction RH. Donc, comme Nathalie vous l'expliquait, nous, effectivement, on intervient de manière externalisée dans les entreprises, mais on peut, donc soit on intervient en binôme, comme elle vient de vous l'expliquer, soit on peut intervenir avec, moi pour ma part, avec un RAF ou un DAF qui est dans l'entreprise
Et on s'aperçoit d'ailleurs que souvent, selon la taille de PME, on n'est pas forcément sur l'entièreté de la fonction DAF ou RAF et qu'on est des fois plutôt sur une optique responsable comptable. Voilà. Et inversement, Nathalie, dans les entreprises dans lesquelles elle intervient, elle n'a pas forcément beaucoup de RH en interlocuteur, en tout cas interne. Et donc là, c'est ce qu'on a voulu un petit peu vous remettre, c'est des statistiques effectivement de l'INSEE, de vous rendre compte que, alors bien évidemment, quand on est dans des structures de moins de 50 collaborateurs, on a, que ce soit en fonction finance, elle n'est pas forcément interne. On se retrouve aussi avec des cabinets externes, genre experts comptables, qui sont effectivement externalisés. Donc là, on est entre environ 50 et 70 d'externalisation de la comptabilité. Et sur ce même volant, sur la fonction RH, on est avec, là, on a pris le palier interne de se dire c'est entre 10 et 30% où il y a bien quelqu'un qui a la fonction interne en RH. Et on s'aperçoit d'ailleurs de notre expérience que souvent ceux qui ont cette partie RH, c'est souvent soit le dirigeant lui-même, et quand il y a quelqu'un en comptabilité, c'est aussi cette personne-là qui peut avoir cette casquette-là. Et on voit qu'effectivement, plus on monte dans les effectifs, plus on se retrouve avec, pour la fonction finance, une structuration qui est souvent un peu plus fréquente, et sur la fonction RH, une structuration qui grimpe, mais de manière plus mesurée, et où on sent que c'est effectivement des sujets où il y a encore un peu plus d'externalisation sur cette fonction-là. Et bien évidemment, comme on est plutôt sur des petites entreprises, la préoccupation de départ, c'est de respecter les obligations légales. Donc, en finance, c'est la comptabilité qui doit être tenue, évidemment, avec pas forcément justement le développement sur la partie finance, prospective, stratégique, etc. Et en RH, on pense à la paye. Parce que c'est une obligation légale et effectivement, c'est un peu dommage si ce n'est pas fait. Mais la gestion du personnel, la gestion stratégique, la progression des carrières, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qui est pris en charge. Et la manière dont c'est développé dépend beaucoup de la sensibilité du dirigeant et de la manière dont il souhaite être accompagné. Donc, sur les différents leviers qu'on utilise, alors on a appelé ça effectivement des leviers parce que oui, que ce soit en RH ou en finance, finalement on a, nous, des sortes, je vais dire, d'outils, de leviers qui nous permettent d'analyser, de comprendre et surtout de proposer des solutions. Et ce qu'on veut là, en tout cas, essayer de vous faire comprendre que, encore une fois, ces leviers ne peuvent pas, si moi, sur la partie RH, je travaille uniquement sur la partie organisation du travail sans me soucier à aucun moment d'un aspect financier et d'avoir finalement des éléments en termes d'indicateurs suffisamment fiables, factuels. Encore une fois, je risque de faire de gros dégâts avec des propositions d'organisation qui risquent à un moment donné de peut-être mettre complètement à mal l'entreprise. Et moi, de mon côté, on sait très bien que la finance, c'est quelque chose d'important. Mais si on se s'arc-boute sur des analyses chiffrées sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, si on a des indicateurs de pilotage, si on fait des budgets, si on fait des études de rentabilité brutalement, sans essayer de comprendre comment est organisé le travail et comment se sentent les personnes, parce que c'est aussi une question de bien-être au travail, c'est quelque chose qui est assez courant en ce moment. On se prive d'une partie de l'analyse et surtout, on ne sait pas améliorer les résultats de l'entreprise, les résultats chiffrés de l'entreprise, si on ne prend pas en compte cette dimension. Donc, encore une fois, c'est deux yeux qui permettent d'avoir la perspective. Et si on ferme un des deux yeux, il nous manque une grosse partie de l'analyse et du coup, il nous manque une partie de la solution aussi. Donc là, on va rentrer dans le premier cas sur lequel on a pu intervenir toutes les deux.
Et donc, je vais laisser Nathalie, parce que là, pour le coup, c'était plutôt elle qui a été à l'initiative du démarrage, puisque la demande avait été, elle, un de ses contacts et une intervention qui était sur les choses, et sur un sujet qui était un sujet d'annualisation, et où là, tout de suite, elle a dit, bah oui, moi, je vais pouvoir faire une certaine partie, mais en tout cas, je ne pourrais pas la faire seule. Et c'est typiquement un exemple où on rentre par le petit bout de la lorgnette, et puis en tirant le fil, on arrive à d'autres problématiques que celles qui ont été exprimées. Et ces problématiques-là, elles sont essentielles. Et dans le but d'arriver aux objectifs que le dirigeant s'était fixés, ces problématiques-là, elles doivent être traitées. Alors, ce premier cas, le cas où les cas de SAV, de services après-vente, explosent, il s'agissait d'une entreprise industrielle et ils ont constaté, pas avec des KPI, mais plutôt avec des ressentis des collaborateurs, ils ont constaté que le service après-vente était en hausse et forcément les coûts étaient en hausse également. En fait, on s'est aperçu en travaillant sur le sujet que ce sujet-là concernait beaucoup de services dans l'entreprise, pas seulement le service production, mais en amont concernait aussi le service commercial, le service de bureau d'études, le service de planification de la production, le service montage, enfin bref, une bonne partie des services opérationnels de l'entreprise. Et on est arrivé à ce constat-là en partant d'une étude sur l'annualisation qui n'avait a priori rien à voir. Voilà. On a donc creusé un petit peu. Alors, dans le cadre de l'étude d'annualisation, on a fait pas mal d'entretiens avec un certain nombre de personnes de différents services. Et d'entretiens en binôme. Et là, en fait, c'est un point en fait aussi très intéressant qu'on a fait avec Nathalie, c'est vraiment en fait dans ces interviews individuelles d'avoir en fait nous déjà ce double regard et des choses dans moi mon questionnement qui pouvait dans les réponses mettre entre guillemets je vais dire la puce à l'oreille sur certains éléments qui étaient plus financiers que moi je n'aurais peut-être pas forcément détecté et inversement des choses des questions que Nathalie pouvait poser qui moi m'ont permis de me dire là, je vais recreuser un peu plus loin parce que moi, j'entends sur la partie RH une vraie problématique qu'il faut aller en tout cas creuser. Et justement, dans ces questionnaires, on a bien sûr recueilli, ça aussi c'est un avantage d'être externe, on a recueilli beaucoup de ressentis de la part des collaborateurs, ce qui est très intéressant. Et en même temps, ce sont des ressentis qui sont à vérifier par les chiffres, parce que les ressentis ne sont pas forcément corroborés par des chiffres. Là, par exemple, le ressenti global, c'était on a travaillé plein de samedis, on est débordé. Alors, quand on a analysé les chiffres, on a vu que c'était vrai dans une certaine mesure et sur une certaine période, et que ça ne l'était pas sur une autre période. Donc, encore une fois, une double casquette, une double vision, un double regard, les ressentis, l'organisation, la manière dont on travaille et les analyses de chiffres pour vérifier que les ressentis sont bien vrais et puis aussi proposer ensuite des solutions. Là, en l'occurrence, il y avait des causes techniques, donc ni RH ni financières quelque part, des causes techniques. Par exemple, un sous-traitant qui a changé, ou bon, ça peut expliquer certaines choses. Mais globalement, il y avait quand même des problématiques d'organisation. Par exemple, une des causes, c'était que le client, une fois qu'il a donné son cahier des charges, que le bureau d'études a fait son étude, que le commercial a chiffré, a vendu, le client change d'avis et fait des modifications. On s'est aperçu en creusant que ces modifications-là, elles n'étaient pas chiffrées, elles n'étaient pas valorisées, elles n'étaient pas vendues au client. Donc, le client, c'était un peu open bar. Parce qu'il faut répondre aux clients, parce que c'est la qualité aussi de la prestation de l'entreprise qui est en jeu, l'image de l'entreprise. On répond aux clients, on répond à ses besoins.
c'est vrai, mais on s'est aperçu que ça pouvait quelque part dépasser un peu les limites. Et ça nous a permis aussi de pouvoir aussi reclarifier pour l'entreprise, c'est quoi le périmètre qu'on attend sur la fonction commerciale. Jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on accepte effectivement sous le principe de qualité de la prestation de l'entreprise. Voilà. Et donc, encore une fois, nous, de pouvoir se dire, maintenant, on fait les choses de manière aussi consciente. Et nous, ça, c'est aussi important qu'il y ait un double regard et que par rapport à ce double regard-là, il y ait la possibilité après pour l'entreprise de prendre ses propres décisions en fonction des préconisations qu'on peut faire ou en tout cas des solutions qui émergent, de pouvoir les faire après en conscience des impacts que ça va avoir, des impacts que ce soit à la fois financiers ou humains et organisationnels. Et de ce fait, pour cette problématique particulière, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire du côté des commerciaux, qu'il y avait quelque chose à faire du côté du bureau d'études, qu'il y avait quelque chose à faire aussi au niveau de la planification de la production. Un gros sujet au niveau de la planification. Voilà, parce qu'on s'est aperçu à l'occasion de cette étude-là que la planification de la production était faite en fonction de certains critères justifiés à un moment donné, mais qui impactait un biais à l'heure actuelle pour cette entreprise-là. Donc tout ça, ça a permis… Provoquer du SAV. Voilà. Et au final, ça a provoqué du SAV. Donc cette étude-là, qui n'était pas prévue au départ, a permis d'éclaircir un petit peu toute cette organisation et de proposer de l'amélioration dans la méthode de définition de la production, dans l'organisation du travail, etc., ce qui découle sur la formation ou même seulement l'information des salariés, qu'ils comprennent bien quelles sont les conséquences de leurs actes et de leur travail sur la rentabilité de l'entreprise, sur la facilité de production, etc. Et des solutions aussi sur tout ce qui est flux et outils de communication, puisque on en parlait assez régulièrement avec Nathalie, on s'aperçoit en fait que ça, c'est souvent un vecteur assez commun qu'on retrouve dans nos interventions, où on a ce fil conducteur un peu problématique qui est lié à de la communication et qui finalement est une communication qui n'intègre pas ces multifacteurs, ces multicompétences, et donc on se retrouve avec des fois des communications qui sont silotées ou un peu biaisées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors, on a l'impression que c'est un peu tarte à la crème de dire c'est la faute de la communication, surtout à une époque où on a des centaines de milliers de produits, des Teams et de Zoom et de choses qui permettent de communiquer, de faire de la gestion de projet, etc. Mais en fait, en concret, en vérité, dans l'entreprise, quand on interroge les gens, on obtient toujours ce même genre de réponse. Ah bah oui, mais ceux-là, ils travaillent comme ça et puis ils ne nous le disent pas et nous, on n'est pas au courant et donc ça nous… Voilà, toujours. Un petit classique. Voilà, un gros classique. Alors, le deuxième cas, on est là sur un contexte de souhait d'ouvrir et de développer l'activité à l'étranger avec l'ouverture d'une filiale. Et donc ça, pareil, dans un environnement plutôt aussi industriel sur le cas que nous avons rencontré. Alors, c'était assez clair au départ dans la tête du dirigeant. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les dirigeants, heureusement, ont un instinct du business qui est très bon. Le dirigeant en question sentait bien qu'il y avait du potentiel dans un pays que je ne citerai pas. Et il avait même déjà des clients dans ce pays-là qui étaient servis par l'entreprise française, mais lui, sa conviction, c'était que ce serait bénéfique pour son entreprise de créer directement une filiale là-bas et d'étudier la production totale ou partielle dans le pays. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois que le dirigeant nous a fait partager sa conviction, on a énormément de chantiers à ouvrir parce que ce n'est pas juste établir un business plan, mettre quelques chiffres les uns devant les autres, faire un super business plan à 3 ans avec une progression de chiffre d'affaires, etc. Ça se fait relativement vite.
Une fois qu'on a commencé à gratter dans les chiffres, on se dit, bah oui, bah alors il y a le coût des assurances, il y a le coût des visas, il y a le coût de, mon Dieu, qui je vais mettre sur place? Quelle est la personne dans mon entreprise que je vais pouvoir délocaliser sur place? Et dans quelles conditions? Et là, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, les premiers, ça on le constate beaucoup, que les premiers réflexes sont quand même des réflexes business plan, donc un peu plutôt financiers, et qu'on met un peu de côté. Je vais faire le parallèle aussi avec d'autres expériences, par exemple de rachat d'entreprise, où il y a souvent un audit financier qui est fait, pareil, une construction d'un business plan qui est construit. Et en fait, on a tendance à un peu mettre en second plan, je ne dis pas qu'il s'est écarté, mais de mettre en second plan toute l'analyse RH. Et en fait, là, et si on revient à notre cas, on s'aperçoit que sur ces cas-là, il faut bien mixer tout de suite ces enjeux. Et tu as raison d'ouvrir les enjeux financiers et pas être juste sur j'ai un business plan et je suis rassurée avec mon business plan, mais de ce business plan, déjà d'avoir quelque chose, d'une ouverture beaucoup plus large et beaucoup plus globale des sujets, et intégrer directement déjà je vais dire, ce dialogue et cette co-construction avec aussi la dimension humaine et organisationnelle qui est souvent, alors a posteriori, qui peut être un des éléments d'échec de ce genre de projet. Alors, en l'occurrence, le projet a avancé et arrive en conclusion à l'heure actuelle, mais les délais ont été beaucoup plus longs que ce qui avait été prévu au départ, et pas à cause du côté finance, mais bien à cause d'enjeux humains, parce qu'effectivement, le choix qui a été fait, ce qui est assez logique pour un démarrage d'une filiale à l'étranger, c'est de prendre quelqu'un en interne qui a la connaissance de l'entreprise, des process, etc., et de l'envoyer là-bas. Eh bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple au niveau administratif. On le sait très bien quand on va dans des pays où il faut un visa, où il faut des assurances, des prévoyances particulières, parce qu'en France, on a quand même, avec le salaire français, on a quand même un certain nombre de cotisations. Le salarié ne va pas partir pour être moins protégé ailleurs. Donc, il y a toute cette partie prévoyance, tout ce qui est autour de la protection sociale du salarié qui pose déjà la question au départ, est-ce que ce sera une expatriation ou est-ce que ce sera un détachement? C'est pas la même chose. Voilà, il faut étudier toute cette partie-là. Et la deuxième partie, et puis si juste voilà. Et sur aussi il y a ce volet-là qui est important et qu'on a regardé, mais aussi est-ce que j'ai le bon profil et est-ce que à la fois j'ai le bon profil pour partir et est-ce que c'est un profil qui sera pour partir pour être dans cette phase de création qui, on le sait, dans une structure n'est pas forcément aller le même profil quand on sera dans une vitesse de croisière dans cette filiale-là. Et donc aussi dans le discours qu'on tient auprès du collaborateur, est-ce que effectivement c'est déjà avec une perspective de se dire c'est un projet d'un nombre d'années, en tout cas de lancement de cette filiale. Voilà. Et toutes ces questions-là, en fait, on s'est aperçu en échangeant qu'elle n'avait pas été, que le dirigeant ne s'était pas posé. Et c'est pour ça que l'explique Nathalie, c'est aussi ces éléments-là qui ont pris un peu plus de temps et de s'assurer aussi de choses, de se dire en termes de projection de temps d'un point de vue RH que des décisions, quand on parle par exemple de protection ou d'avantages qu'on peut mettre en place pour faire partir un collaborateur à l'étranger, est-ce qu'on est sûr que demain, quand je vais embaucher d'autres collaborateurs dans cette filiale, je vais prendre entre guillemets un peu le même package et est-ce que je ne suis pas en train de créer quelque chose qui ne sera pas tenable non plus dans le temps. Voilà, et donc ça, c'est tous des points qui n'avaient pas forcément été mesurés et mis en alerte pour se dire qu'est-ce que je veux et pas juste j'ai ouvert ma filiale, mais dans le temps et d'avoir cette perspective-là. Et nous, c'est souvent ça qu'on s'aperçoit, en tout cas nous en RH, c'est vraiment un point important et on échange souvent avec Nathalie sur ça, c'est que nous, oui, on a le temps aujourd'hui, mais notre rôle est vraiment de projeter sur le long terme et de se dire par rapport à ce long terme, est-ce qu'effectivement les décisions, les actions qu'on prend aujourd'hui, est-ce qu'elles auront encore du sens et est-ce qu'elles seront encore tenables humainement, financièrement demain?
Et effectivement, la personne qui va partir là-bas, on a fait un business plan, on sait quel est notre seuil de rentabilité, etc. La personne qui va partir là-bas, qui va être chargée de développer, quels sont ses objectifs et comment on les rémunère, comment on les fait passer auprès de la personne. Est-ce que la personne est en confiance pour aller s'installer là-bas avec sa famille, donc changer un peu de vie. Voilà, c'est vraiment des sujets qui sont en binôme, parce qu'il n'y a pas que la partie chiffrée. Des objectifs pour quelqu'un qui va développer du business, c'est facile à écrire sur un bout de papier ou sur un contrat. Il vaut mieux quand même que ce soit quelque part dans un contrat. La manière de faire adhérer le collaborateur et à ce qu'il parte en toute confiance et en tout optimisme, c'est autre chose. Donc encore un sujet où il faut bien avoir les 2 yeux ouverts et ne pas garder les yeux fermés. ou enfermer un, et faire un clin d'œil. Parce que ce qui est à la clé, c'est l'échec du projet. Et pas forcément parce qu'il n'y a pas de business sur place, mais surtout parce que il y a le côté humain qui est non négligeable. Alors, sur ce qu'on dit finalement globalement, si on va récapituler un petit peu sur la partie méthode, on se retrouve, et comme vous l'avez, il y a vraiment cette notion, alors on plaisantait sur la paire de lunettes et sur ne pas fermer un œil, et voilà, vraiment c'est pour nous la chose qui est importante, et donc de se dire, bah oui, un problème, un projet, il y a toujours, et ça, vous devez aussi vous le constater, en fait, il y a toujours plusieurs leviers à activer et pas activés de manière en parallèle ou c'est vraiment de manière souvent conjointe parce que si on ne le fait pas de manière conjointe, on risque soit en termes de temporalité de perdre du temps, soit finalement de prendre certaines premières décisions sur lequel on va s'apercevoir qu'il nous manque des informations ou des données pour que finalement la décision qui est prise sur une action soit effectivement la plus sécurisée, même si on sait qu'une décision, il reste toujours une part de risque. On dit qu'on prend toujours en tant que dirigeant, on prend la décision qui nous paraît la moins pire, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ces éléments de toujours plusieurs, de dialoguer, de faire vraiment, en fait, on n'est pas dans la juxtaposition, on est dans le dialogue. Et puis, effectivement, alors là, nous, on constate l'avantage d'être dans quelque chose d'externalisé, d'avoir ce recul extérieur, nous permet, en tout cas, de donner un éclairage, déjà une ouverture pour une liberté, je vais le dire comme ça, peut-être de parole. Donc même si on est très vigilant dans ces éléments-là, dans le ressenti, comme l'évoquait Nathalie dans un premier temps, parce que on sait très bien que quand on a dans les interviews les gens qui se livrent de manière un petit peu, on est bien conscient effectivement qu'il peut avoir une grosse part de ressenti et nous, ça nécessite, mais en tout cas, on s'aperçoit avec l'expérience et les pratiques qu'on a pu avoir que finalement, on recueille à chaque fois dans ces éléments-là, quand on a ce double regard, on a finalement la bonne analyse et on récupère les bons éléments qui sont beaucoup plus factuels pour nous permettre effectivement d'avoir cette hauteur de vue et de pouvoir être plus dans des éléments concrets et notamment et proposer des choses qui sont beaucoup plus concrètes à l'action. Et donc, effectivement, le résultat de tout ça, c'est de gagner du temps, donc de la clarté et aussi, du coup, de la rentabilité ou en tout cas d'avoir un gain financier. Mais oui, voilà, si on devait résumer effectivement cette méthode, c'est vraiment d'avoir ce binôme et donc que ce soit avec votre interlocuteur, si vous avez un interlocuteur en interne, de créer des vrais temps de communion, je vais le dire comme ça, ou en tout cas d'échange, ou d'interview, de rituel avec le dirigeant ou les managers, mais avec finalement les deux regards pour qu'ils puissent avoir en même temps un
double questionnement qui puisse être fait. Et c'est vrai, effectivement, pour les équipes internes, donc si DRH, DAF en interne, c'est vrai pour les DRH, DAF en interne, les échanges sont indispensables, sont assez naturels, hein, en général, c'est assez naturel. Ça peut être appuyé sur quelques indicateurs, pas trop, parce que ne faut pas noyer les gens avec des indicateurs, mais des indicateurs pertinents, et favoriser un dialogue, comme tu disais, Géraldine, un dialogue très, très fluide et fréquent entre les personnes en interne. Et s'il n'y a personne en interne, s'il manque un DAF ou s'il manque un DRH, dans ce cas-là, on peut faire une intervention de quelqu'un à temps partagé ponctuellement. L'avantage, c'est qu'on n'est pas le nez dans le guidon sur la vie quotidienne de l'entreprise. Donc, on peut avoir un regard externe et un recul un peu plus haut que les personnes. Et après, là, dans un cas qu'on a vécu dans l'entreprise où on s'est retrouvé, en fait, où il y avait un DAF qui était présent, mais qui était, je vais dire, accaparé par beaucoup de sujets, projets, etc., et qui ne lui ont pas permis de pouvoir aller sur certains autres points. Et là, dans cette même entreprise, il y avait un profil aussi RH, donc là, qui était plutôt un profil un peu plus junior. Et donc voilà, donc on s'aperçoit aussi que même dans ce cas-là, il y a ce dialogue, et eux s'étaient effectivement rendu compte qu'il y avait besoin sur un projet d'avoir effectivement ce dialogue-là entre la finance et les RH appuyés, parce que, en tout cas momentanément, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Alors, on vous propose un petit questionnaire très rapide. Le premier point, c'est quel est aujourd'hui le niveau de structuration RH dans votre entreprise. Donc, vous voyez, ça correspond un petit peu au slide qu'on a vu tout à l'heure, les chiffres de l'INSEE. Vous, dans votre entreprise, vous en êtes à quel niveau? Niveau 1, opérationnel, donc c'est le minimum syndical, c'est les obligations RH, la paye, les contrats, etc. Le niveau 2, c'est quelque chose de plus… je te laisse développer peut-être, puisque c'est la partie RH. Effectivement, on est sur un processus pilotage, et donc on va pouvoir piloter des processus, enclencher des processus comme le recrutement, comme le développement de compétences. Et puis, on va avoir le troisième niveau, qui est un niveau qu'on va appeler un peu plus stratégique, où là, on va vraiment être dans quelque chose de plus proactif pour pouvoir effectivement amener le dirigeant et l'entreprise à aller sur des sujets d'organisation, de culture, de politique, de structuration des équipes, voilà, donc dans un levier un peu plus fort. Et donc on voit dans vos résultats, donc on est principalement à majorité 54% qui est sur le niveau 2, donc où effectivement vous gérez des processus dans votre entreprise. On a quand même 31% qui ont ce volant stratégique de la fonction RH, et on a des structures qui sont plutôt au niveau 1, qui gèrent le socle, je vais dire, de base et vital des ressources humaines. Et là, en tout cas, pour vous partager sur la partie RH, c'est assez représentatif de ce qu'on peut concerner. Oui, on voit que, alors je dirais qu'il y a peut-être entre le niveau 1 et le niveau 2, selon la taille des entreprises, plus on a des entreprises de plus petite taille, on va avoir le pourcentage du niveau 1 qui va être un petit peu plus important. Mais en tout cas, le niveau 3 reste quand même peu abordé dans les entreprises. On va lancer la deuxième partie qui est la même chose, le pendant pour la structuration financière. Donc, pour la finance, pareil, quel est le niveau auquel se situe votre entreprise? Niveau 1 opérationnel, c'est encore une fois le minimum obligatoire, la tenue comptable, les obligations légales minimum, mais sans aller plus loin. Le niveau 2, c'est on commence à avoir
des analyses de processus, du contrôle, du suivi budgétaire, des tableaux de bord, des indicateurs, le suivi de la trésorerie. En général, c'est la première chose qui est faite parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et le niveau 3, c'est vraiment un niveau stratégique où la direction financière se positionne en partenaire du dirigeant pour être pas seulement regarder dans le rétroviseur et voir quels sont les chiffres, mais l'aider à regarder devant lui, à évaluer ses projets et à les analyser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans les résultats, on a 42% au niveau 2. Donc, ça correspond à peu près. On voit que RH, ça évolue généralement à peu près en parallèle. RH et finance grandissent ensemble en même temps que l'entreprise. Il y a un tiers quand même de vos entreprises qui ont un niveau 3, donc un niveau stratégique, un niveau vraiment de partenaire du dirigeant et de conseil stratégique. Et un quart qui sont juste en niveau 1, on fait les obligations légales et on a un peu de mal à dégager du temps pour faire plus. Et c'est vrai que vraiment sur ça, en fait, on s'aperçoit, et nous, on a été confrontés, en tout cas toutes les deux, à se dire que dans pas mal d'entreprises où on a pu intervenir, on a été, moi parfois, et c'est pour ça, par exemple, moi j'ai fait appel à Nathalie pour certaines entreprises, parce qu'en fait, l'interlocuteur que je pouvais avoir ou qui m'avait été présenté en interne, oui, peut-être était que du niveau 1 ou du niveau 2 et que pour le sujet abordé, il fallait effectivement aborder ce niveau 3 pour avoir vraiment entre guillemets, je vais dire, cette collaboration, cette synergie et ce double regard. On s'aperçoit que là où il est le plus percutant, c'est sur les deux niveaux, enfin le niveau 3 du RH et de la finance qui permettent vraiment ça et où on a ces profils-là. Donc c'est intéressant en tout cas pour vos entreprises de se poser, vous, votre question et de faire ce constat-là parce que ça permet aussi soit d'aller chercher à l'extérieur le complément si c'est nécessaire ou de faire grandir vos équipes, c'est bien aussi, pour que ce niveau 3, que ce soit en finance ou en RH, puisse être intégré pour vous aider à accélérer finalement aussi la performance de votre entreprise. Alors maintenant, on a beaucoup parlé, donc à vous de poser des questions si vous dans le petit l'onglet qui s'appelle questions, effectivement. Si vous souhaitez approfondir l'une ou l'autre ou des interrogations que vous pouvez vous poser sur ce mode de fonctionnement ou peut-être sur des choses que vous vivez aussi aujourd'hui dans ce mode de fonctionnement finance RH. Alors, pour l'instant. Alors, on a une première question. Quel outil ou quelle méthode utilisez-vous pour croiser vos analyses? Moi, je dirais méthode, c'est surtout le dialogue. et les outils, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants de mettre en place. Mais quand on intervient en externe, on n'a pas forcément la main sur ça. Mais il y a certains indicateurs qui existent forcément dans vos entreprises et qui sont intéressants d'analyser avec les deux regards. Alors, d'analyser ou de finalement aussi parfois provoquer. Moi, je m'aperçois qu'assez régulièrement, et on le constate avec, par exemple, il y a souvent un organigramme dans une entreprise ou pas du tout. Quand on est dans certaines PME, on s'aperçoit qu'on n'a même pas cet outil-là. Et en fait, c'est aussi de nous d'amener finalement des clés d'outils
commun, c'est-à-dire de peut-être mêler, par exemple, l'organigramme avec des données financières, des indicateurs pour que ce soit en fait finalement plus parlant, à la fois pour avoir une lecture RH. En fait, je vais dire que le secret, c'est aussi finalement dans les tableaux de bord qui peuvent être existants, d'avoir finalement déjà ce double regard et de ne pas avoir finalement qu'un regard. Je vais prendre souvent dans un tableau de bord que je pense que toutes dans vos entreprises vous avez, qui est, je veux dire, une sorte de PNL, un compte d'exploitation, etc., où vous avez finalement la masse salariale. Mais la masse salariale en tant que telle, bon, ça reste un chiffre qui n'est pas très parlant en termes de pilotage. Et donc, il y a moyen effectivement de créer pour que cette masse salariale soit beaucoup plus visuelle avec les indicateurs qui font partie du PNL pour pouvoir effectivement avoir un regard complètement croisé. Donc, je vais dire que oui, peut-être le secret là-dessus, c'est de repenser finalement les outils et encore une fois, sans faire d'usine à gaz, hein, le but n'est pas et pas de faire des tableaux de bord à ne plus en finir, de se dire c'est quoi les quelques éléments à la fois financiers et RH qui vont permettre de se poser les bonnes questions, puisque un tableau de bord, de toute façon, ou des indicateurs sont là aussi pour se poser les bonnes questions et pouvoir après éventuellement creuser avec un diagnostic et encore une fois, là, forcément, un dialogue dans le questionnement conjoint. Alors, on a une autre question qu'on peut traiter dans le temps qui nous est imparti. Comment prioriser les leviers RH et financiers à activer quand tout semble urgent? C'est une très bonne question parce que dans nos entreprises à l'heure actuelle, très souvent, tout est, enfin, j'en ai encore jamais vu où c'était cool. Très souvent, tout est urgent, tout est prioritaire. Quand on intervient, on a aussi un regard qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Et aussi, on appelle ça quick wins, parce que c'est la mode de parler anglais, mais qu'est-ce qu'on peut activer facilement et qui va donner un avantage immédiat, qui va donner une amélioration immédiate. Parfois, c'est rien, parfois, c'est des bricoles. Il suffit de mettre les gens autour de la table pour découvrir une chose qui peut être résolue très facilement avec un coût proche de zéro. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il faut y aller tout de suite. Et pour tout ce qui est plus important, plus compliqué, qui demande éventuellement des ressources extérieures, genre un changement de logiciel ou ce genre de choses, bah, ça se planifie. Ça se planifie en fonction du degré d'urgence. On a une réforme de la facturation électronique qui arrive dans un an. Bah, la deadline, c'est dans un an. Donc, ça, on le sait. On le sait, ce n'est pas négociable, donc il faudrait s'y mettre avant que ça n'arrive. Et puis, il y a des choses qui peuvent être faites plus tard. Et dans tous les cas, pour des projets importants comme ça, bah, on priorise et on fait les choses les unes après les autres, sachant que c'est plus facile de monter les marches les unes après les autres et de célébrer la marche qui a été montée plutôt que de voir la masse de travail globale à faire dans son ensemble. Et puis, pour rebondir sur ça, dans la priorisation, effectivement, on doit prioriser, si je prends les factures, la facture électronique, effectivement, c'est facile puisqu'il y a une deadline. Mais en fait, c'est aussi intéressant de voir c'est quoi le rétro-planning. Et là, le rétro-planning, d'un point de vue, oui, avec des enjeux financiers, mais par exemple, sur ce sujet-là, il y a de gros enjeux aussi humains, de compétences, de digitalisation, etc. Et donc, c'est important aussi que dans la priorisation, on ait cette logique finalement de rétro-planning pour atteindre l'objectif qui est fixé, et là en l'occurrence, qui est imposé. On a le temps peut-être. Alors, il y a Sabine qui, cela demande une ouverture des connaissances sur la finance pour les RH et l'inverse pour le financier. Cela se fait selon vous par le biais de la formation des échanges. Alors, moi, je vais du coup prendre la parole en tant qu'RH. Oui, alors, formation, oui. Moi, j'ai pu avoir au cours de mon parcours des sensibilisations sur la partie économique et compréhension financière d'une entreprise, mais de manière, je vais dire, la finance pour les nuls, je vais l'appeler comme ça. Et après, alors ça, c'était pour donner quand même quelques informations. Après, quand même, dans les cycles RH, alors en tout cas, moi, dans le cycle RH de formation, il y avait quand même des éléments, effectivement, quand même, sur la finance,
alors ça restait général, mais en tout cas, il y avait quand même cet élément qui était fourni. Et après, clairement, c'est par le biais des échanges, de participer, par exemple, à des revues de gestion, des revues quand il y a la période budgétaire, à la construction budgétaire, même si dans un premier temps, on se dit qu'on n'a peut-être pas complètement sa place, mais en fait, ça permet de comprendre les mécaniques de raisonnement et la façon dont ils construisent. Là, je vais prendre l'exemple du budget, de comment finalement est construit, quelles sont les questions qui sont posées. Et là, en fait, de s'apercevoir, de se dire, en fait, vous oubliez même dans la construction, parfois dans la construction budgétaire, vous oubliez tout un pont de questions RH. Voilà. Et donc, cet apprentissage, il se fait vraiment, je vais dire, pas de manière aussi expérimentale, d'aller dans des éléments. Alors, toi, tu as peut-être eu l'inverse, Nathalie. Toi, tu as peut-être accompagné et échangé avec des RH. Je ne sais pas comment, on n'en a jamais parlé, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais voilà, mais oui, clairement, il y a, et je dirais au-delà de ça, il y a, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est précieux pour un RH, c'est l'aspect curiosité. Et que voilà, et d'avoir envie finalement de ne pas s'arrêter qu'au scope des sujets et des leviers RH qu'on maîtrise. Et de notre côté, du côté des DAF, on a la partie technique, par exemple, la technique sur la paye, on sait quels sont les taux, c'est un point d'entrée déjà dans la partie RH, mais ça ne suffit pas. C'est encore une fois un peu trop technique, un peu trop chiffré. On va rentrer dans toute cette partie RH en discutant, en échangeant avec, pas seulement le RH d'ailleurs, en échangeant aussi avec les gens. Et par exemple, le processus budgétaire, c'est un bon outil aussi pour prendre connaissance des gens, des contraintes de chacun, parce que quand on est en haut de sa tour, dans sa bulle, et qu'on met des chiffres sur un fichier Excel, c'est pas forcément suffisant. Quand on fait un processus budgétaire avec les équipes, déjà en ayant les idées du dirigeant et en échangeant avec les équipes, là, on a des remontées sur des choses plus qualitatives et moins techniques. Et effectivement, ça dépend beaucoup des entreprises. Il ne faut pas être trop dans le technique, mais il faut écouter. Il faut beaucoup écouter. Il ne faut pas seulement regarder les chiffres, mais beaucoup écouter. Et ça se fait assez naturellement quand il y a une volonté d'échange avec l'alter ego en RH. Puis pour apprendre, vraiment, si vous avez des temps, quand, j'en sais rien, qu'il y a effectivement une réunion ou un échange avec un dirigeant, un manager, où le financier a l'habitude d'aller, nous vraiment, quand on a fait les interviews là, en individuel avec les collaborateurs en binôme, moi en fait j'ai continué à apprendre de questions que posait Nathalie en me disant « Ah bah tiens, elle ouvre ». Derrière cette question, quelque chose où moi, je n'avais peut-être pas forcément tout de suite ouvert comme sujet. Donc, et moi, ça m'a permis après de pouvoir redébriefer avec elle et de lui dire, tiens, c'est marrant, tu as posé ça, cette question-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait ? Et donc, ça permet après de comprendre sa mécanique, elle aussi, de raisonnement. Le temps file, donc on a dépassé, on s'excuse le temps. Donc, en tout cas, on va plus prendre de questions. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions, à nous contacter par mail. Normalement, on devrait pouvoir vous mettre, alors, attendez. Hop. Alors, voilà, super. Hop, voilà, comme ça, vous avez nos adresses mail si dans le temps imparti, on n'a pas pu répondre ou si vous voulez poursuivre l'échange, avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et votre participation. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.